Alors ce matin, je reviens vers vous avec un classique de la littérature de science-fiction, Les Cavernes d'Acier d'Isaac Asimov. Et aujourd'hui, c'est à Manon que je dédicace ce livre. Je vais y aller chapitre par chapitre. Alors, c'est parti. Les Cavernes d'Acier. Paru sous le titre original The Caves of Steel en 1953. Et ça se passe à New York. C'est parti. Entretien avec un commissaire. Lige Bailey venait d'atteindre son bureau quand il se rendit compte que R. Sammy l'observait et que manifestement, il l'avait attendu. Les traits austères de son visage allongé se durcirent. « Qu'est-ce que tu veux » fit-il. « Le patron vous demande, Lige, tout de suite, dès votre arrivée. »« Entendu. » R. Sammy demeura planté à sa place. « J'ai dit entendu » répéta Bailey. « Fous le camp !» R. Sammy pivota sur les talons et s'en fut vaquer à ses occupations. Et Bailey, fort irrité, se demanda une fois de plus pourquoi ces occupations-là ne pouvaient pas être confiées à un homme. Pendant un instant, il examina avec soin le contenu de sa blague à tabac et fit un petit calcul mental. À raison de 2 pipes par jour, il atteindrait tout juste la date de la prochaine distribution. Il sortit alors de derrière sa balustrade. Depuis 2 ans, il avait droit à un bureau d'angle, entouré de balustrades, et traversa dans toute sa longueur l'immense salle. Comme il passait devant Simpson, celui-ci interrompit un instant les observations auxquelles il se livrait. Sur une enregistreuse automatique au mercure, il lui dit « Le patron te demande, Lige. »« Je sais. R. Sammy m'a prévenu. » Un ruban couvert d'inscriptions serrées en langage chiffré sortait sans arrêt des organes vitaux de l'enregistreuse. Ce petit appareil recherchait et analysait ses souvenirs afin de fournir le renseignement demandé, qui était obtenu grâce à d'infinies vibrations produites sur la brillante surface du mercure. « Moi, reprit Simpson, je flanquerais mon pied au derrière de R. Sammy, si je n'avais pas peur de me casser une jambe. Tu sais, l'autre soir, j'ai rencontré Vince Barrett. Ah oui? Il cherche à récupérer son job ou n'importe quelle autre place dans le service. Pauvre gosse, il est désespéré. Mais que voulais-tu que moi, je lui dise? R. Sammy l'a remplacé et fait exactement son boulot. Un point, c'est tout. Et pendant ce temps-là, Vince fait marcher un tapis roulant dans une des fermes productrices de levure. Pourtant, c'était un gosse brillant, ce petit-là, et tout le monde l'aimait bien. Bailey haussa les épaules et répliqua, plus sèchement, qu'il ne l'aurait voulu. « Oh, tu sais, nous en sommes tous là, plus ou moins. » Le patron avait droit à un bureau privé. Sur la porte, en verre dépoli, on pouvait lire « Julius Enderby ». C'était écrit en lettres jolies, gravées avec soin dans le verre, et juste en dessous, luisait l'inscription « Commissaire principal de police de New York ». Bailey entra et dit « Vous m'avez fait demander, monsieur le commissaire ?» Enderby leva la tête vers son visiteur. Il portait des lunettes, car il avait les yeux trop sensibles pour que l'on pût s'y adapter avec des lentilles normales adhérant à la pupille. Il fallait d'abord s'habituer à voir ces lunettes pour pouvoir ensuite apprécier exactement le visage de l'homme, lequel manquait tout à fait de distinction. Bailey, pour sa part, inclinait fort à penser que le commissaire tenait à ses lunettes parce qu'elles conféraient à sa physionomie plus de caractère. Quant aux pupilles de son chef, il les soupçonnait sérieusement de ne pas être aussi sensibles qu'on le prétendait.
Le commissaire avait l'air extrêmement nerveux. Il tira sur ses poignets de chemise, s'adossa à son fauteuil et dit, trop cordialement, « Asseyez-vous, Lige, asseyez-vous. » Lige s'exécuta, très raide, et attendit. « Et comment va Jessie? » dit Enderby. « Et votre fils? » « Bien, répondit Bailey sans chaleur. « Tout à fait bien. Et votre famille? » « Bien, dit Enderby, comme un écho, tout à fait bien. »« C'est un faux départ, se dit Bailey. Il y a quelque chose d'anormal dans son visage. » Et tout haut, il ajouta, « Monsieur le commissaire, je vous serais reconnaissant de ne pas m'envoyer chercher R. Sammy. »« Mon Dieu, Lige, vous saviez bien ce que je pense à ce sujet, mais on me l'a imposé. Il faut donc que je l'utilise pour certaines besognes. C'est fort désagréable, monsieur le commissaire. Ainsi, il vient de m'avertir que vous me demandiez, et puis il est resté debout, planté là. Vous savez ce que c'est. Et il a fallu que je lui dise de s'en aller, sans quoi il n'aurait pas bougé. Oh, c'est ma faute, Lige. Je lui ai donné l'ordre de vous transmettre un message, mais j'ai oublié de lui préciser qu'aussitôt sa mission remplie, il devrait revenir à sa place. Bailey soupira, et les petites rides que l'on remarquait au coin de ses beaux yeux bruns, foncés, s'accentuèrent. « Quoi qu'il en soit, dit-il, vous m'avez fait demander. »« Oui, Lige, répliqua le commissaire, et ce n'est pas pour quelque chose de facile, je vous le garantis. » Il se leva, pivota sur ses talons et fit quelques pas jusqu'au mur qui se trouvait derrière son bureau. Puis, il appuya sur un bouton à peine visible et aussitôt, une partie du panneau devint transparente. Bailey cligna des yeux, sous l'irruption inattendue de lumière grise qui inonda la pièce. Le commissaire sourit. « J'ai fait installer ça spécialement l'an dernier, Lige, dit-il. Je crois que vous ne l'avez pas encore, que je ne vous l'avais pas encore montré. Approchez et jetez un coup d'œil. Dans le temps jadis, toutes les pièces des maisons étaient ainsi équipées. On appelait ça des fenêtres. Vous le saviez? » Bailey n'ignorait pas ce détail, car il avait lu beaucoup d'ouvrages historiques. « J'en ai entendu parler, dit-il. Alors venez ici. » Bailey hésita un peu, mais finit par s'exécuter. Il trouva un peu indécent d'exposer ainsi une pièce privée au regard du monde extérieur. Décidément, il y avait des moments où le commissaire poussait par trop loin sa passion bien connue de l'époque médiévale. S'en devenait stupide. C'était tout comme ses lunettes. Ah, mais oui, voilà ce qui lui changeait le visage. C'était cela qui lui donnait l'air anormal. « Excusez-moi, monsieur le commissaire, dit-il, mais il me semble que vous portez de nouvelles lunettes, n'est-ce pas? » Le commissaire, légèrement surpris, le dévisagea, un instant sans répondre. Puis il ôta ses lunettes, les examina et regarda de nouveau Bailey. Sans ses verres, sa figure semblait encore plus ronde et son menton un peu plus massif. Et du coup, son regard devenait plus vague, car il ne parvenait plus à distinguer nettement les objets. Il remit ses verres sur son nez et d'un ton très agacé, il répondit enfin. « Oui, j'ai cassé les autres il y a 3 jours. Et avec tout ce que j'ai sur les bras, je n'ai pu les remplacer que ce matin. Je dois vous dire, Lige, que ces 3 dernières journées ont été infernales. » À cause des lunettes? À cause d'autres choses aussi. J'en prends l'habitude. Il se tourna vers la fenêtre et Bailey, l'imitant, ne put cacher son étonnement à la vue de la pluie qui tombait du ciel. Il demeura un long moment immobile à la contempler, tandis que le commissaire l'observait avec une sorte de fierté, comme s'il avait lui-même créé le phénomène auquel il lui donnait le privilège d'assister. « C'est la 3e fois ce mois-ci que j'ai pu voir tomber la pluie, dit Enderby. C'est très remarquable, n'est-ce pas? » Malgré lui, Bailey dut s'avouer que c'était impressionnant.
Au cours de ses 42 années d'existence, il avait rarement vu pleuvoir ou contempler la nature dans ses diverses manifestations. Pour moi, répliqua-t-il, quand je vois tomber toute cette eau sur la ville, ça me paraît vraiment du gaspillage. On devrait s'arranger pour en limiter la chute dans les réservoirs d'alimentation. Ah, vous êtes un moderne, et c'est d'ailleurs la cause de vos soucis. À l'époque médiévale, les gens vivaient en plein air, mais seulement ceux qui exploitaient des fermes. Non seulement ceux qui exploitaient des fermes, mais également les citoyens des villes, même ceux de New York. Quand la pluie tombait, ils ne trouvaient pas que c'était du gaspillage d'eau. Ils s'en réjouissaient, comme de toutes les manifestations de la nature, car ils vivaient dans une sorte de communion intime avec elle. C'était une existence plus saine et meilleure, croyez-vous? Tous les ennuis que nous vaut la vie moderne sont dus à ce qu'il y a divorce entre la nature et nous. Quand vous en aurez le temps, vous devriez lire des ouvrages d'histoire sur l'âge du charbon. Bailey, effectivement, en avait lu. Il avait entendu bien des gens se lamenter sur la création de la pile atomique. Il avait lui-même maudit souvent cette invention, quand les événements avaient mal tourné et quand il était fatigué. Mais tout au long de l'histoire de l'humanité, l'homme n'a jamais cessé de gémir ainsi. C'est inhérent à sa nature. À l'âge du charbon, les gens vitupéraient l'invention de la machine à vapeur. Dans une des pièces de Shakespeare, un de ses personnages maudit le jour où l'on découvrit la poudre à canon. De même, dans quelques 1000 ans, les gens jugeront néfaste l'invention du cerveau positronique. Mais Lige n'aimait pas se laisser aller à des réflexions de ce genre. Elle le déprimait. « Au diable tout cela! Écoutez Julius, dit-il. » Pendant les heures du service, il n'avait pas l'habitude de s'entretenir familièrement avec le commissaire, en dépit de l'insistance avec laquelle celui-ci l'appelait par son petit nom. Mais ce jour-là, sans trop savoir pourquoi, il éprouva, pour une fois, le besoin de lui rendre l'appareil. « Écoutez, Julius, vous me parlez de tout, sauf de la raison dans laquelle vous m'avez fait venir. Et cela me tracasse. De quoi s'agit-il? » « J'y arrive, répondit le commissaire. Mais laissez-moi vous exposer la chose à ma façon, car il s'agit de sérieux ennuis. Oh, je m'en doute bien. Qu'est-ce qui n'est pas une source d'embêtement sur cette sacrée planète? Avez-vous encore plus de difficultés avec les airs? Dans une certaine mesure, oui, Lige. À vrai dire, j'en suis à me demander jusqu'à quel point le vieux monde pourra continuer à supporter les épreuves qui lui sont imposées. Quand j'ai fait installer cette fenêtre, ce n'était pas seulement pour voir le ciel de temps à autre, c'était pour voir la ville. Je la contemple souvent et je me demande ce qu'elle va devenir au cours du prochain siècle. Ces remarques mélancoliques déplurent vivement à Bailey, mais il ne se lassa pas de regarder par la fenêtre, avec une sorte de fascination. En dépit du mauvais temps qui diminuait sensiblement la visibilité, la ville offrait un spectacle sans pareil. Les services de la police occupaient la partie supérieure du City Hall Building, lequel s'élevait dans le ciel à une très grande hauteur, vue de la fenêtre du commissaire principal. Les tours des gratte-ciel voisins jouaient le rôle de parents pauvres, et l'on distinguait leur sommet. On eût dit de gros doigts pointés vers la voûte des cieux. Leurs murs étaient nus, sans caractère. C'étaient autant de ruches contenant d'immenses essaims humains. À un certain point de vue, dit le commissaire, je regrette qu'il pleuve, car nous ne pouvons apercevoir Spacetown. Bailey jeta un regard vers l'ouest, mais comme venait de l'indiquer Enderby,
La vue de ce côté-là était bouchée. Les tours de New York s'estompaient dans un nuage de pluie, et l'horizon présentait l'aspect d'un mur blanchâtre. « Je sais de quoi Spacetown a l'air, répliqua Bailey. « J'aime assez la vue que l'on en a d'ici, reprit son chef. On peut juste la distinguer dans l'espace compris entre les deux parties du quartier de Brunswick. C'est une vaste agglomération de dômes relativement bas, ce qui nous différencie de nos voisins. C'est précisément que nos immeubles sont élevés et serrés les uns contre les autres. Chez eux, au contraire, chaque famille a sa propre maison, dont le toit est arrondi, et entre chacun de ces dômes, il y a du terrain. Avez-vous jamais eu l'occasion de vous entretenir avec un de ces Spaciens, Lige? Quelquefois, oui, répondit Bailey, patiemment. Il y a 1 mois environ, j'ai parlé à l'un d'eux, ici même. En effet, je m'en souviens maintenant. Si je me laissais aller à philosopher sur eux, et nous, je dirais que nous avons des conceptions différentes de l'existence. Bailey commençait à se sentir un peu mal à l'aise. Il savait que plus le commissaire prenait de précautions pour exposer une affaire, plus celle-ci promettait d'être grave. Toutefois, jouant le jeu, il répondit. « D'accord, mais quoi de surprenant à cela? Vous ne pouvez tout de même pas éparpiller 8 millions de personnes dans un petit espace, en affectant à chaque famille une maisonnette. Les gens de Spacetown ont de la place, tant mieux pour eux. Il n'y a qu'à les laisser vivre comme bon leur semble. » Le commissaire revint s'asseoir à son bureau et dévisagea sans sourciller son collaborateur. Celui-ci fut gêné par les lunettes d'Enderby, qui déformaient un peu son regard. « Tout le monde n'admet pas avec autant de tolérance que vous, dit-il, les différences de culture dont vous venez de parler. C'est ce que je dis. Ce que je dis, là, s'applique autant à New York qu'à Spacetown. »« Bon, fit Bailey. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a 3 jours, un Spacien est mort. » Il y arrivait quand même. La commissure des fines lèvres de Bailey se plissa très légèrement, sans pour cela modifier l'expression naturellement triste de son visage. « C'est vraiment dommage, dit-il. Il a dû attraper un microbe, j'imagine, ou quelque chose de contagieux. Ou prendre froid, peut-être. » Le commissaire parut choqué d'une telle supposition. « Qu'avez-vous donc cherché? Fit-il. Bailey ne prit pas la peine de développer plus avant son hypothèse. La précision avec laquelle les Spaciens avaient réussi à éliminer toute maladie de leur communauté était bien connue. Et l'on savait mieux encore avec quels soins ils évitaient, autant que possible, les contacts avec les habitants de la Terre, tous plus ou moins porteurs de germes contagieux. Au surplus, ce n'était certes pas le moment de se montrer sarcastique avec le commissaire. Aussi, Bailey, répondit-il tranquillement. « Oh, j'ai dit ça sans intention particulière. Alors, de quoi est-il mort? » fit-il en regardant par la fenêtre. « Il est mort d'une charge d'explosifs qui lui a fait sauter la poitrine. » Bailey ne se retourna pas, mais son dos se raidit, et à son tour il répliqua. « Qu'est-ce que vous me racontez là? »« Je vous raconte un meurtre, dit doucement le commissaire, et vous, un détective, vous savez mieux que personne ce que c'est. » Cette fois, Bailey se retourna. « Mais c'est incroyable! Un Spacien? Et il y a 3 jours de cela? » »« Oui. Mais qui a pu faire ça et comment? Les Spaciens disent que c'est un terrien. »« Impossible! Pourquoi pas? Vous n'aimez pas les Spaciens, et moi non plus. Qui sur la Terre les encaisse? »« Personne. Quelqu'un les aura détestés un peu trop, voilà tout. »« Je l'admets, cependant. Il y a eu l'incendie des usines de Los Angeles, il y a eu la destruction des aires de Berlin, il y a eu les émeutes de Shanghai. » C'est exact. «
Tout ça indique un mécontentement croissant qui peut fort bien avoir donné naissance à une sorte d'organisation secrète. « Je ne vous suis pas, monsieur le commissaire, dit Bailey. Seriez-vous par hasard en train de me mettre à l'épreuve pour quelque raison que j'ignore? »« En voilà une idée, s'écria Enderby, sincèrement déconcerté. Mais Bailey reprit, ne le quittant pas des yeux. Ainsi donc, il y a 3 jours, un spatien a été assassiné et ses compatriotes pensent que le meurtrier est un terrien. Jusqu'à ce moment précis, fit-il en tapant du doigt sur le bureau, rien n'a transpiré de ce crime. C'est bien cela, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur le commissaire, cette histoire est invraisemblable. Ça alors, mais si c'était réellement vrai, une affaire comme celle-là entraînerait la disparition de New York sur la planète. Elle nous ferait tous sauter. Non, Lige, répliqua le commissaire en hochant la tête. Ce n'est pas si simple que ça. Écoutez-moi, voilà 3 jours que je n'arrête pas de circuler. J'ai eu de longs entretiens avec le maire. Je suis allé moi-même à Spacetown. J'ai été à Washington, conférer avec le service des recherches terrestres. Ah, et qu'est-ce qu'on en dit au SRT? Ils disent que c'est notre affaire. Elle s'est produite à l'intérieur des limites de la ville et Spacetown dépend de la juridiction de New York. Sans doute, mais avec des droits d'extraterritorialité. Je sais, j'y arrive précisément. Le regard d'Enderby évita celui très perçant de Bailey. On eût dit que soudain les rôles s'étaient renversés et que le commissaire était devenu le subordonné du détective. Quant à celui-ci, il semblait, par son attitude, trouver le fait tout naturel. « Eh bien, dit-il tranquillement, les Spatiens n'ont qu'à se débrouiller. »« Doucement, Lige, plaida Enderby. Ne me bousculez pas. J'essaie de vous exposer le problème en amis que nous sommes. Et d'abord, il faut que vous sachiez exactement dans quelle position je me trouve. Car c'était précisément là-bas quand on a appris la nouvelle. J'étais précisément là-bas quand on a appris la nouvelle. J'avais rendez-vous avec lui, avec Roge Nemenun Sarton. La victime? Oui, la victime, répondit le commissaire d'une voix sinistre. 5 minutes de plus, et c'est moi qui en personne aurais découvert le corps. Vous imaginez ce que ça aurait été? Mais telle que la chose s'est passée, elle a déjà été suffisamment brutale, bon sang. Au moment même où j'arrivais, ils m'ont mis au courant et ce fut le point de départ d'un cauchemar qui a duré 3 jours. Avec cela, tout était trouble autour de moi, puisque je ne disposais pas d'un instant pour faire remplacer mes sacrées lunettes. En tout cas, cette histoire-là ne m'arrivera plus de sitôt. J'en ai commandé 3 paires. Bailey se représenta l'événement, tel qu'il avait dû se produire. Il s'imagina les hautes et élégantes silhouettes des Spatiens s'avançant vers le commissaire et lui annonçant le drame du ton positif et dépourvu de toute émotion qui leur était habituelle. Julius avait dû ôter ses lunettes et les essuyer. Mais sous le coup de la nouvelle, il les avait laissées tomber. Il en avait inévitablement contemplé ensuite les morceaux brisés, en marmottant d'inintelligibles paroles avec ses grosses lèvres. Et Bailey était bien convaincu que pendant 5 minutes au moins, le commissaire avait été beaucoup plus préoccupé par la perte de ses lunettes que par le meurtre. « Oui, reprit Enderby, je suis dans une position impossible. Comme vous venez de le rappeler, Spacetown jouit de l'extraterritorialité. Ils peuvent donc insister pour mener eux-mêmes leur enquête et faire à leur gouvernement n'importe quel rapport sur l'affaire. Les mondes extérieurs pourraient se baser là-dessus pour nous réclamer d'importantes indemnités.
Et vous voyez ici comment notre population réagirait. Si la Maison-Blanche consentait à payer la moindre de ces indemnités, elle se suiciderait politiquement. Elle commettrait un autre genre de suicide en ne les payant pas. Oh, fit Bailey, vous n'avez pas besoin de me faire un dessin. Il était encore tout enfant lorsque les croiseurs étincelants des mondes extérieurs avaient, pour la première et dernière fois, atterri et débarqué leurs troupes à Washington, New York et Moscou, pour se faire remettre ce qu'ils estimaient être leur dû. Alors, dit Enderby, toute la question est là, payer ou ne pas payer. Et le seul moyen d'en sortir, c'est de trouver nous-mêmes l'assassin et de le livrer aux Spatiens. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend que de nous. Pourquoi donc ne pas passer tout le dossier au SRT, même en tenant compte du point de vue légal, selon lequel c'est notre juridiction qui est en cause, il faut considérer la question des relations interstellaires. Le SRT refusera toujours d'y fourrer son nez. Ils ont bien trop peur de s'y brûler. Non, nous ne pouvons pas y couper. C'est pour nos pieds. Redressant la tête, il fixa longuement du regard son subordonné. Et pesant ses mots, il ajouta « Et c'est une sale histoire, Lige. C'est une histoire qui peut nous coûter nos situations, à tous, tant que nous sommes. » « Allons donc, s'écria Bailey. Il faudrait nous remplacer tous, et c'est impossible car on ne nous trouvera pas en assez grand nombre de gens spécialisés comme nous. Si, dit le commissaire, ils existent, les R. Quoi? R. Samy n'est qu'un début. Il fait le métier de garçon de course. Il y en a d'autres qui surveillent les tapis roulants express. Crénom de nom. Mon vieux, je connais Spacetown un peu mieux que vous, et je sais ce qu'on y fait. Il y a des R qui peuvent parfaitement exécuter votre travail et le mien. On peut nous déclasser. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et à notre âge, nous retrouver en chômage, vous voyez ça d'ici? Je vois ce que c'est en effet, grommela Bailey. Je suis désolé, Lige, reprit le commissaire principal très déprimé, mais il fallait vous dire la vérité. Bailey acquiesça d'un signe de tête et s'efforça de ne pas penser à son histoire. Bien entendu, Enderby connaissait toute l'histoire. Mais voyons, dit-il, quand cette question de remplacement a-t-elle commencé à venir sur le tapis? Allons, Lige, répliqua Enderby, n'en faites pas l'innocent. Vous savez bien que ça n'a jamais cessé. Voilà 22 ans que ça dure. Ça remonte au jour où les Spatiens sont venus ici. Vous ne l'ignorez pas. Seulement aujourd'hui, ça commence à atteindre des couches sociales plus élevées. Voilà tout. Si nous ne sommes pas capables de mener cette enquête à bien, ça nous coûtera cher. Ce sera une étape de plus. Et quelle étape! Que nous aurons parcouru sur le chemin nous conduisant au chômage. Et bientôt, nous n'aurons plus, et pour cause, à nous préoccuper de nos cotisations mensuelles à la caisse des retraites. C'est moi qui vous le dis. En revanche, Lige, si nous menons l'enquête avec succès, cela aura pour effet de repousser dans un avenir lointain le jour fatal que je viens d'évoquer. De plus, ce serait pour vous, personnellement, une occasion inespérée de percer. Pour moi? Oui, car c'est vous que j'ai l'intention de désigner pour mener l'enquête, Lige. Mais voyons, monsieur le commissaire, ce n'est pas possible. Je ne suis encore que de la catégorie C5 et je n'ai pas droit à une mission de cette envergure. Mais vous désirez passer à la catégorie C6, pas vrai? Quelle question! Bailey connaissait les avantages afférents à la catégorie C6. Place assise, aux heures de pointe, dans les transports express, et pas seulement entre 10 et 16 heures, droit à une plus grande variété de plats sur les menus de cuisine communautaire, peut-être même un logement amélioré et de temps en temps une place réservée pour Jessie au solarium. Bien sûr que je le désire, répliqua-t-il. Pourquoi pas? Mais si je n'arrive pas à débrouiller l'affaire, qu'est-ce que je vais prendre? Pourquoi ne réussiriez-vous pas?
Lige, dit Enderby d'une voix enjôleuse. Vous en avez toutes les capacités. Vous êtes l'un des meilleurs détectives. De mes meilleurs. N'empêche que dans mon service, j'ai une demi-douzaine de collègues plus anciens que moi et de catégorie supérieure. Pourquoi les éliminer ainsi a priori? La réaction de Bailey prouvait, sans qu'il eût besoin de l'exprimer plus clairement, qu'il n'était pas dupe. Pour que le commissaire dérogeât à ce point aux règles de la hiérarchie, il fallait que l'affaire fût véritablement exceptionnelle et grave. Pour 2 raisons, Lige, répondit Enderby en joignant les mains. Pour moi, vous le savez, vous n'êtes pas seulement un de mes collaborateurs. Nous sommes 2 amis et je n'oublie jamais le temps où nous étions au collège ensemble. Parfois, j'ai peut-être l'air de ne pas m'en souvenir, mais c'est uniquement dû aux nécessités du service et de la hiérarchie. Vous savez bien ce que c'est que d'être commissaire principal. Il n'en est pas moins vrai que je reste votre ami. Or, je le répète, cette enquête-là représente, pour celui qui va en être officiellement chargé, une chance formidable. Et je veux que ce soit vous qui en bénéficiez. Bon, fit Bailey, sans aucun enthousiasme. Voilà donc la première raison. Et la seconde? La seconde, c'est que je pense que vous êtes mon ami autant que je suis le vôtre. Alors, j'ai un service à vous demander, au titre d'ami et non de chef. Quel service? Je désire que vous preniez, pour mener votre enquête, un associé spacien. Spacetown l'a exigé. C'est la condition qu'ils ont posée pour ne pas rendre compte de l'assassinat à leur gouvernement et pour nous laisser seuls débrouiller l'affaire. Un de leurs agents devra, d'un bout à l'autre, assister à toute l'enquête. Autant dire qu'ils n'ont aucune confiance en nous. Il y a évidemment de ça, Lige, mais il faut reconnaître que, si l'enquête est mal menée, de nombreux fonctionnaires spatiens responsables seront blâmés par leur gouvernement. Ils ont donc intérêt à ce que tout se passe correctement et je leur accorde le bénéfice du doute, Lige. Je suis, pour ce motif, disposé à croire que leurs intentions sont bonnes. Oh, mais pour ma part, je n'en doute pas un instant, monsieur le commissaire. Et c'est bien cela qui me tracasse le plus, d'ailleurs. Enderby se refusa à relever la remarque et poursuivit. Alors, Lige, êtes-vous prêt à accepter de prendre avec vous un associé spatien? Vous me le demandez comme un service personnel? Oui, je vous prie de prendre en main l'enquête dans les conditions exigées par Spacetown. Eh bien, c'est d'accord, monsieur le commissaire. Merci, Lige. Il va falloir qu'il habite avec vous. Ah non alors, ça ne marche plus. Allons, Lige. Vous avez un grand appartement. Voyons, 3 pièces avec un seul enfant. Vous pouvez donc très bien l'installer chez vous. Il ne vous dérangera pas. Pas le moins du monde. Je vous l'assure. Et c'est indispensable. Jessie va avoir horreur de ça, j'en suis sûr. Vous lui expliquerez, répliqua le commissaire avec tant d'ardeur et d'insistance que derrière ses lunettes, ses yeux semblèrent 2 cavités sombres enfoncées dans leur orbite. Vous lui direz que vous faites cela par amitié pour moi et que, si tout marche bien, je m'engage aussitôt après à user de tout mon crédit pour vous faire sauter une catégorie et obtenir pour vous une promotion de la classe C7. Vous entendez, Lige? C7. Entendu, monsieur le commissaire, j'accepte le marché. Bailey se leva à moitié, mais quelque chose dans la physionomie d'Enderby lui montra que tout n'était pas dit. Y a-t-il d'autres conditions? Demanda-t-il en se rasseyant. Oui, fit Enderby, en baissant lentement la tête. Il s'agit du nom de votre associé. Oh, peu importe, dit Bailey, que ce soit Pierre, Jacques ou Paul. C'est-à-dire,
murmura le commissaire. Enfin. Les Spaciens ils ont de drôles d'idées, Lige. En fait, l'associé qu'ils vous destinent n'est pas... Bailey écarquilla les yeux et s'écria. Un instant, je vous prie. Vous ne prétendez pas... Si, Lige, c'est bien ça. Il le faut, Lige. Il le faut absolument. Il n'y a pas d'autre moyen de nous en tirer. Et vous avez la prétention que je mette dans mon appartement une chose pareille? Je vous le demande comme un ami, Lige. Non, non. Écoutez-moi, Lige. Vous savez bien que pour une affaire pareille, je ne peux faire confiance à personne. Ai-je bien besoin d'entrer dans tous les détails? Nous sommes absolument contraints de travailler la main dans la main avec les Spaciens dans cette enquête. Il faut que nous réussissions si nous voulons empêcher les flottes aériennes des mondes extérieurs de venir réclamer au monde terrestre de nouvelles indemnités. Mais nous ne pouvons réussir par le seul jeu de nos vieilles méthodes. On va donc vous associer à un de leurs airs. Si c'est lui qui trouve la solution de l'énigme, nous sommes fichus. J'entends, nous, service de police. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous voyez donc combien votre tâche va être délicate? Il faut que vous travailliez avec lui, en plein accord. Mais que vous veillez à ce que ce soit vous et non lui qui trouviez la solution du problème qui vous est posé. Est-ce bien clair? En d'autres termes, je dois coopérer 100% avec lui ou lui couper le cou. De la main droite, je lui taperai dans le dos et de la gauche, je me tiendrai prêt à le poignarder. C'est bien ça? Que pouvons-nous faire d'autre? Il n'y a pas d'autre solution. Je ne sais pas du tout comment Jesse va prendre la chose, fit Bailey, indécis. Je lui parlerai si vous le désirez. Non, monsieur le commissaire, inutile. Et, ajouta-t-il, en poussant un profond soupir, comment s'appelle mon associé? R. Daniel Oliva. Oh, fit tristement Bailey. Ce n'est plus la peine désormais d'utiliser d'euphémismes, monsieur le commissaire. J'accepte la corvée. Alors, allons-y carrément et appelons les choses par leur nom. Je suis donc associé à Robot Daniel Oliva. C'était la lecture du chapitre 1. Voulez-vous que je continue? Est-ce que ça a piqué votre curiosité? Mais oui, nous entrons dans le monde d'Isaac Asimov. Je vais lire le derrière du livre qui présente. On voit Monsieur Asimov ici. Oh là là. Isaac Asimov est né à Smolensk, en URSS, en 1920. Il est naturalisé américain et a conquis dans ce pays d'importants grades universitaires en biologie et en chimie. Parallèlement à son activité scientifique, il mène depuis 1939 une carrière d'écrivain, à la fois dans le domaine de l'anticipation et dans celui de la vulgarisation scientifique. Les cavernes d'acier sont les villes souterraines du futur. Là, bien que privées d'air et de lumière naturelle, des millions d'hommes vivent à un rythme étourdissant. Malgré une civilisation super scientifique et l'apparition de robots intelligents, les passions humaines n'ont pas cessé pour autant et le meurtre n'a pas disparu. Mais le problème de Lige Bailey n'est pas seulement de retrouver un meurtrier, il est aussi d'y parvenir avant son collègue R. Daniel. R égale robot, car R. Daniel est un androïde au cerveau électronique ultra perfectionné, créé certes par l'homme, mais qui n'attend peut-être que l'occasion de prendre sa place.
Tan, 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 tan. Bon, l'Halloween, c'était la semaine dernière, mais oui. Il y a un certain goût pour l'horreur dans l'ambiance du temps, non? 2021, 2022, ça pourrait être l'Halloween chaque jour. Faites attention. Allez, costumez-vous, amusez-vous et soyez prêts pour le prochain chapitre. À bientôt.